Voilà, donc comme disait Amel, donc les différents stades, il y a d'abord l'éveil. En général, on commence par l'éveil, et puis le sommeil lent léger, le sommeil de stade N1, le sommeil lent léger N2, le sommeil lent profond, le N3, anciennement N3 et N4, et le sommeil paradoxal. Alors pour l'éveil, donc l'éveil, c'est essentiellement l'électroencéphalogramme, parce que l'éveil, c'est le rythme alpha. C'est ça, c'est l'éveil calme. Parfois, quand le patient n'est pas en éveil calme, il est encore sur ces gongs, donc on peut avoir du rythme bêta, mais en général, en éveil calme, on a le rythme alpha, donc que vous connaissez, donc 8 à 12 Hertz, et pour scorer la période en éveil, il faudrait que ça occupe plus de 50% de l'époque étant la page de 30 secondes. Ça, c'est quand le rythme de fond est bien organisé. Bon, des fois, vous voyez des rythmes alpha qui sont caricaturaux, qui sont vraiment comme des planches de littérature. Mais parfois, le rythme de fond n'est pas ça. Et donc, même pour des sujets qui sont parfaitement normaux. Et donc, quand on ne peut pas s'appuyer stricto sensu sur l'activité de fond, on a certains subterfuges, on peut s'aider par les mouvements de clignement des paupières, et là aussi, comme je disais tout à l'heure, on va les voir sur les dérivations frontales ou préfrontales, puisque dans le G standard qu'on fait, on a en plus des frontales, on a les préfrontales, donc on peut facilement voir les mouvements de clignement des paupières, les mouvements des yeux, on peut les voir, et on peut voir donc le tonus musculaire. Alors, je démarrerai par celle-là. Donc, vous voyez, ça c'est un tracé de l'éveil. Donc, c'est une activité alpha, le rythme bien sinusoïdal, bien réparti, voilà. Et puis, alors pardon, donc là vous voyez qu'il y a quand même un tonus musculaire. Voilà, il y a un tonus musculaire qui est là. Là, il n'y a pas une belle activité alpha, mais on a des mouvements oculaires et on a des artefacts myogènes qui se transmettent même ici, et puis vous avez l'EMG qui il y a bel et bien un tonus, il y a des mouvements, donc ça compense l'absence, ça compense un rythme de fond qui laisse un peu à désirer. Et puis, le stade N1. Dans le stade N1, donc c'est le sommeil lent léger. Alors là, on a ce qu'on appelle un ralentissement de l'activité de fond, une atténuation. Et on a une apparition d'une activité θ. L'activité θ ayant une bande appartenant à une bande de fréquence entre 4 et 7 Hz. Il y a une donnée qui est très importante et je pense qu'en feuilletant les électroencéphalogrammes, les tracés, ce que je disais tout à l'heure à Amel, avant de passer au θ, on remarque qu'on a de l'alpha, mais qui se fragmente et qui diffuse. Il n'est plus juste au niveau des régions pariéto-occipitales, mais il diffuse vers les régions antérieures. Et ça, si on s'amuse à revoir les électros, on va voir qu'avant d'aboutir au θ à proprement dit, eh bien, on passe par cette fragmentation, et puis par la suite, on a l'atténuation de la fréquence avec l'apparition d'une activité θ qui, là aussi, occupe plus de 50% de l'époque étant la page que vous visualisez, et sur le sommeil, il vaut mieux que ça soit du 30 secondes, mais c'est visible aussi sur du 20 secondes, ça prend juste plus de temps. Et puis, donc, les mouvements oculaires, ils sont lents, on a là des mouvements oculaires, mais qui sont lents, par opposition au mouvement rapide du REM sleep, du sommeil paradoxal. Et puis, le tonus, il est présent, mais il est diminué. En fait, le but de cet atelier, c'est pas tellement la polysomno, c'est le G. Qu'est-ce qu'on peut voir, comment on peut détecter certaines
figures physiologiques du sommeil ou certaines anomalies activées par le sommeil juste à l'EEG, abstraction faite de l'enregistrement EEG ou EMG. Dans ces deux stades-là, l'éveil, le N1 et on va le voir par la suite le N2, l'EEG revêt une importance capitale, c'est-à-dire qu'on peut juger et scorer sur l'électroencéphalogramme, l'EEG n'étant pas très contributif et l'EMG encore moins. Parce que s'il y a bien un stade où il y a l'atonie, c'est le REM sleep. C'est là où le tonus musculaire prend toutes ses dimensions. Voilà, donc qu'est-ce que vous voyez ? Il y a déjà les flèches. Oui, c'est des mouvements oculaires, pardon. C'est des mouvements oculaires lents. Voilà, ils sont en opposition de phase, donc ce n'est pas artéfaciel. Et c'est lent. C'est une pente qui s'installe doucement et qui reprend tout aussi doucement qu'elle n'a commencé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui. N'est-ce pas ? On n'a pas vraiment du θ, on a l'impression que c'est de l'alpha qui fragmente et qui diffuse. Il y a autre chose. Exactement. Oui. Là par contre, le MG, on a une atténuation du tonus. Mais sur les EG, il y a, comme dit Selma, des pointes. Ce sont les fameuses pointes vertex. C'est des figures un peu pointueuses et qui sont maximales au niveau des dérivations centrales. On disait tout à l'heure que les dérivations centrales permettaient de voir les grapho-éléments normaux du sommeil, en l'occurrence pointe vertex pour le stade N1. Donc ça, c'est typiquement des pointes vertex. Là, alors pour l'activité de fond, vous la situerez dans quelle bande de fréquence? Je sais que la segmentation de mes époques ne se... Ouais, je l'avoue. Oui. Ici. Alors, c'est ici, voilà. Ça, c'est des pointes de vertex au niveau des régions centrales. Et je vous disais, ça, c'est un patient qui commence à s'endormir, mais on n'a pas... On sent... en préparant cet atelier, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi tranché et que je sais que ce patient, parce que j'y ai assisté, donc je sais que c'est un patient qui commence à s'endormir, preuve à l'appui qu'on a des points de vertex, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait du θ, que c'est du ralentissement, mais on le sent, donc c'est avec l'habitude ça vient. Mais c'est un stade N1. Voilà, donc les pointes vertex, elles surviennent normalement en fin de stade N1, début de stade N2, mais parfois bien avant, dès la transition entre l'éveil et en endormissement. Elles sont maximales au niveau des vertex et donc qui se traduit au niveau des dérivations centrales. Elles sont bilatérales synchrones, mais des fois elles peuvent être asynchrones, elles peuvent être unilatérales, et ce qui peut prêter à confusion avec des anomalies épileptiques. Voilà. Oui. Oui. Ici. Pardon? Je ne peux pas vous dire, c'est ça. Est-ce que ça se ralentit globalement? C'est ça, je vous dis, parce que là,
on n'a pas, parce que quand on enregistre, quand on score en polysomnographie, on est amputé de toutes ces dérivations. Maintenant, quand on a toutes les dérivations, il se peut qu'on ait un ralentissement. Là, parce que moi, je connais le patient, je sais qu'il n'y a pas grand-chose, mais il peut y avoir un ralentissement sans qu'il y ait de signification. Sémiologiquement, ça ne signifie rien. Oui. Vous savez, c'est ça la différence entre... Bon, nous, on va rester cliniciens jusqu'à la fin de la vie, donc on n'est pas des électrophysiologistes pur jus, pur fruit. Donc, on a un peu la clinique qui nous aide. Voilà. Merci. Une notion importante, c'est la notion de sommeil dissocié. La notion de sommeil dissocié, c'est quelque chose qui a été mise en évidence chez l'animal. Le dauphin, par exemple, il dort d'un hémisphère, ou l'hémisphère l'autre, il ne dort pas. Donc, quand il nage, il y a une nageoire qui est tonique et une nageoire qui est atonique. Le même phénomène... Ça, c'est un enfant, c'est pas un dauphin. C'est sûr, je te crois. Tu as commencé à faire le dauphin aussi. Donc, le même phénomène se produirait chez l'humain, c'est au niveau de certaines zones cérébrales. Le cerveau ne dort pas de façon homogène. Quand on s'endort, il y a des zones où on va avoir de l'alpha et il y a des zones où on peut avoir du bêta. Il y a des zones où on va avoir une activité encore plus lente. C'est le phénomène de dissociation. Le sommeil ne dort pas de façon homogène. On n'entre pas en 1, 2, 3 paradoxal de façon synchrone. Oui. Et des fois, vous le voyez, on a de beaux enregistrements. Vous voyez cet alpha ample, diffus, sinusoïdal, et puis des fois, vous avez des... Et sans pour autant que la personne soit anormale. C'est comme ça, hein. Après... Peut-être qu'il faut qu'ils aient des mokas chez les gens d'à côté, mais bon. Voilà. Et puis, donc, par la suite, si tout se passe bien, si on a une bonne architecture du sommeil, eh bien, c'est le sommeil lent léger de stade N2. Et là, c'est plus vrai, ce que je vous disais tout à l'heure, est plus vrai pour le N2, où l'EEG, ici, revêt toute son importance. Il est très, très important, parce que vous pouvez avoir juste le ralentissement, c'est-à-dire l'activité θ, vous percevez un complexe K, quelques spindles, bien sûr. Est-ce que c'est au début de l'époque? Est-ce qu'on fait ça? C'est important pour le scoring en termes de polysomnographie pour avoir un hypnogramme. Mais dès que vous avez sur les dérivations centrales un complexe K ou bien un spindles, un fuseau, c'est que on est dans le stade N2. L'EOG, pas du tout informatif. L'EMG, encore moins, parce qu'on est toujours sur du tonus diminué, mais pas complètement aboli. Donc, ça nous ramène à une place primordiale de l'électroencéphalogramme. Voilà, donc, les complexes K, les fuseaux, dits sigma, spindles ou fuseaux sigma. Alors pour les complexes K, c'est des ondes lentes qui sont de haut voltage, en général 75 microvolts, mais ça peut atteindre même 200 microvolts, surtout chez les enfants, à tel point que des fois il faut diminuer le gain pour pouvoir visualiser autre chose. La localisation toujours essentiellement centrale, frontocentrale possible, et puis vous avez deux phases, vous avez une déflexion négative et une déflexion positive, et puis en général, complexe K et spindles sont suivis. Alors, soit vous avez le fuseau puis le complexe K, soit vous avez le complexe, soit le spindle K dans vraiment des beaux EEG de sommeil. Mais parfois, on peut les avoir de façon disparate, un complexe K par là, un spindle par là. Une époque, vous avez que des complexes K, une autre époque, vous avez que des spindles. Voilà. Et puis, donc, les fuseaux, donc, c'est une activité rapide, 12-16 cycles par seconde, avec une durée entre 0,5 et 2 secondes. Là aussi, elles sont maximales au niveau des régions centrales. Voilà, donc, les complexes K, et puis les fuseaux. Alors, ça, ce sont les figures que l'on connaît et sur lesquelles on se base pour scorer. Mais
les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et il y a des figures qui sont physiologiques, mais qui peuvent fortement évoquer des anomalies, notamment des anomalies d'ordre épileptique, et c'est pas quelque chose d'aisé à différencier. C'est pourquoi les gens, en étant habitués à voir des électroencéphalogrammes, c'est comme ça. Bon, il y a certaines règles, mais c'est l'habitude et l'expérience y est pour beaucoup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui arrivent, pour ces supposées anomalies, arrivent jusqu'à des centres tertiaires d'exploration de l'épilepsie avec parfois des bilans préchirurgicaux pour des épilepsies temporales, alors que ce sont in fine des figures physiologiques. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? Ici. Oui. C'est ça que vous Alors voulez pour dire, l'instant, ça ? justement, un petit foyer de ralentissement avec des anomalies autour de T2, T4. Mais est-ce que c'est pathologique ou physiologique? Je ne peux pas trancher. Oui, c'est ça, vous êtes d'accord? C'est ça. Oui, le ralentissement, il est global, mais je pense qu'elle voulait parler de ces ondes lentes. Voilà. Parce qu'il y a le ralentissement et puis on a ce qu'on appelle des trains d'ondes lentes. C'est des trains d'ondes lentes et qui sont effectivement au niveau de la T2. Est-ce que c'est juste unilatéral? Il y a également ici, est-ce que c'est juste unilatéral ou vous n'avez pas l'impression que ça déborde ici aussi? Voilà. Alors, ça... Pardon? Oui. Pardon. Alors, voilà, c'est ici, c'est T4, ici T6. Oui, effectivement. Voilà. Alors, ça, c'est un aspect physiologique. C'est ce qu'on appelle les wicked spikes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces wicked spikes? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que ces figures pathologiques, ces figures physiologiques en endormissement, j'ai trouvé leur épellation en anglais très significative et très pertinente. Waveform. Elle n'adopte presque jamais une morphologie très pointue, tout au moins pas aussi pointue que la définition d'une pointe. Donc c'est pourquoi j'ai trouvé que waveform était quelque chose qui sonnait bien et qui était vraiment plus parlant. Elles ont une fréquence entre 6 et 11 Hz et elles prédominent au niveau des régions médio-temporales. Ce sont des figures qui n'interrompent pas l'activité fondamentale. Et si vous avez remarqué, vraiment, elles ont un aspect arciforme. D'accord? Elles ont un aspect arciforme. Ce sont les wicked spikes et ce sont des figures physiologiques de l'endormissement. Généralement, c'est le stade N1. Qu'est-ce que vous voyez ici? Des spikes wicked. Oui. Tout à l'heure, on a dit que les wicked spikes, c'est typiquement médio-temporal. Alors que là, on sent que, voilà, ça, c'est beaucoup plus diff, effectivement. Et c'est bilatéral aussi. Oui. Pardon? Non, on n'a pas... non, ça déborde sur les dérivations frontopolaires, parce que là, on est dans des enregistrements 2G, donc c'est le 10-20, c'est le système 10-20 d'électrodes. Donc, bon, déjà, on parle de ces figures-là, n'est-ce pas? Ça et ça. Pardon? Il dort, oui, on peut dire que c'est du stade N1 quand même. Bon, il y a un ralentissement de l'activité et il y a une diffusion. Si c'est un alpha,
Tu as compté, Ahmed? Si c'est de l'alpha, il diffuse, sinon c'est on est dans du θ. Exact, aussi, c'est un aspect arciforme. Et vous voyez, la localisation surtout, c'est les régions temporales. Vous comprenez pourquoi on disait qu'il y a des patients comme ça qui arrivent en bilan pré-chirurgie d'épilepsie partielle temporale parce qu'ils sont pris pour des épilepsies et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le θ rythmique médio-temporal de la somnolence. θ rythmique médio-temporal de la somnolence. Il est appelé aussi le variant psychomoteur. Alors là aussi, c'est des trains d'ondes θ rythmiques. Vous les avez vus, il y a cette rythmicité entre 5 et 7 Hertz. Donc si on compte ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi, 6. Donc c'est des trains d'ondes θ prédominants au niveau là aussi des régions médio-temporales ou temporales moyennes. Elles peuvent être unies ou bilatérales. Généralement, quand elles sont bilatérales, quand quelque chose est bilatéral, ça ramène à évoquer le physiologique. Alors après, va vous montrer Amal des aspects, des figures physiologiques. Quand elles sont asynchrones, quand elles sont unilatérales, ça peut vraiment prêter à confusion avec quelque chose d'épileptique. Et généralement, le drowsiness, donc c'est l'éveil calme ou bien la somnolence, et ça peut se voir tant chez l'adulte que chez les enfants. Exactement, c'est des bouffées et on reprend toujours, vous avez vu qu'il s'agisse des wicked spikes, qu'il s'agisse du θ rythmique médio-temporal d'endormissement ou bien qu'il s'agisse de ces hypersynchronies, on n'est pas dans des figures pointues, on est dans des ondes, donc c'est waveform. Donc toujours, c'est des ondes qui sont amples, qui surviennent de façon abrupte et c'est des hypersynchronies. Alors, les hypersynchronies, on les voit dans deux situations, à l'endormissement et au réveil, hypnopompique, hypnagogique. Voilà, c'est de l'activité θ ample bilatérale synchrone, la fréquence donc en 3-5 Hz. Elles sont maximales chez l'enfant, surtout les premières années de vie. Ça disparaît à 13 ans et généralement, ça se voit au cours de la somnolence. Ou bien quand on a un éveil au milieu du sommeil lent profond, ce qu'on appelle les arousals, les éveils. Ça, c'est une autre figure physiologique du sommeil, ce qu'on appelle les POSTS. Alors, ces POSTS, c'est pour acronyme pour Positive Occipital Sharp Transients of Sleep. Alors, tout ce qu'on a vu, c'est du transient, c'est des choses qui sont transitoires. Donc, c'est classé dans un grand tiroir de figures adoptant une morphologie d'ondes et qui sont transitoires et qui sont essentiellement activées par le sommeil. Et donc là, vous voyez, c'est des pointes. Alors, des fois, elles sont monophasiques, parfois elles sont biphasiques et elles surviennent là essentiellement au niveau des régions occipitales. J'ai pas mis de dérivation et je vous laisse me dire qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous prenez ça et ça. Exactement. Voilà, ça fait des spindles, c'est un complexe K. Voilà, donc il est en stade N2. Voilà, très bien. Il a, voilà. Et si je vous dis que ça,
C'est une dérivation postérieure. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà. Exactement, exactement. Donc ça, c'est des complexes cas. Hein. Ils sont pas... celui-là, quand même pas mal. Il n'est pas très ample, mais quand même, il y a la déflexion négative, positive. Et puis surtout, il y a une activité électrique rapide avant. C'est des spindles. Et puis là, je vous dis, vous me croyez sur parole, je vous dis que ça, c'est occipital. Donc, ce sont des postes. Voilà, donc les postes, ce sont des figures monophasiques, positives, parfois diphasiques, toujours adoptant une morphologie d'onde. Donc c'est toujours onde. Elles ont une fréquence toujours de la bande θ, 4-5 Hz, l'amplitude de 20 à 75 microvolts, la durée entre 80 et 200 millisecondes. Alors, elles s'observent chez 50 à 80% des adultes sains, entre 15 et 35 ans. C'est au niveau des régions occipitales, d'où leur dénomination. Elles sont souvent là aussi bilatérales, synchrones, qui est le propre des activités physiologiques, mais parfois elles sont asynchrones et parfois elles sont unilatérales. Surtout, c'est dans le N1 et le N2, rarement en sommeil paradoxal. On va le voir par la suite. Ça. Alors on a vu le stade 1, 2, qui sont une introduction. Le stade 1 et 2 correspondent à une phase de transition entre l'éveil et le sommeil. Et les figures qu'on a vues, elles doivent être connues. Parce que très souvent, même quand le patient fait un EEG standard, il peut s'endormir. Et donc, s'il vous sort un complexe cas, il ne faut pas l'interpréter à tort comme anomalie épileptique, ou l'hypersynchronie, des fois, elle est interprétée comme point onde généralisée, alors que ce n'est pas le cas. Donc, après le stade 2, en principe, en début de nuit, on va entrer en stade 3, le sommeil long profond. Donc le sommeil long profond, il est caractérisé par des ondes delta. Donc c'est là qu'on a le maximum de ralentissement, c'est là que le noyau responsable du sommeil va imposer son rythme, et donc on va avoir un ralentissement qui va aller progressivement pour occuper toute les pages des époques de sommeil. Donc ce ralentissement, donc c'est en général inférieur à 3 Hz, et sur le plan de l'amplitude, on exige une amplitude supérieure à 75 microvolts. Alors après, chez le sujet âgé, normalement le stade 3, les ondes lentes ne sont pas aussi amples que 75 microvolts, c'est pas pour autant qu'ils ne font pas de sommeil long profond. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il occupe 20% de l'époque. C'est à partir de 20% de la page qu'on va dire qu'on est en stade 3. Et on peut avoir la persistance de complexe K et de fuseau. Et donc ici, nous avons une page où on a un ralentissement en arrière. Donc le patient est normal. Donc il est endormi parce que j'ai un ralentissement. Et sur les régions antérieures, j'ai de l'activité lente ample qui dépasse 75 microvolts ici et là. Donc ça occupe plus de 20% de la page. Je suis en stade 3. Là, c'est pour vous assurer que c'est bien plus de 75 microvolts. Là aussi, donc au fur et à mesure, le tracé devient encore plus synchrone. Donc on a pratiquement le même aspect devant et derrière, avec la persistance parfois. Ici, ce sont des spindles qui persistent même en stade 3. Même chose, le ralentissement homogène. Alors si le patient se réveille, on peut avoir une hypersynchronie. De la même façon qu'on peut faire une hypersynchronie à l'endormissement, on peut avoir une hypersynchronie au réveil, à ne pas interpréter comme anomalie épileptique ou comme bouffée de pointe onde. Remarquez, il y a juste des ondes, il n'y a pas d'aspect de pointe onde. C'est pourquoi des fois ils étaient abaisser le gain pour mieux voir. On dégage mieux les pointes. Ouais. Donc ensuite, on passe en sommeil paradoxal. Alors le sommeil paradoxal, on l'appelle sommeil paradoxal parce que c'est un paradoxe entre l'activité de fond qui ressemble à l'activité de veille, qui contraste avec une atonie. En sommeil paradoxal, on est complètement paralysé. En tout cas, normalement, on est censé être complètement paralysé.
Sinon, on va mettre en scène nos rêves. Et donc, l'aspect EEG est proche de ce qu'on voit en veille ou en stade 1, mais on n'a pas de point de vertex. On a un aspect monomorphe et légèrement plus rapide, avec parfois des ondes en dents de scie qu'on va voir tout à l'heure. Le sommeil paradoxal est aussi appelé REM sleep, donc Rapid Eye Movement, ou sommeil à mouvement oculaire rapide, à cause de ces mouvements oculaires, donc qu'on fait tous, quand on s'endort en sommeil paradoxal, que vous pouvez facilement voir soit chez un bébé en train de s'endormir, parce que les bébés dorment en sommeil paradoxal, et donc quand ils dorment, vous allez voir des saccades bizarroïdes au niveau des yeux, qui correspondent au mouvement oculaire rapide. Ah voilà, si vous avez un chien ou un chat, là aussi, ils dorment les yeux semi-ouverts, et vous allez avoir des saccades oculaires qui correspondent au mouvement oculaire rapide du sommeil paradoxal. Alors, les mouvements oculaires rapides, typiquement, ils durent moins, la phase initiale, la déflexion dure moins de 0,5 secondes. Ils peuvent survenir par bouffées de plusieurs secondes. Ils sont symétriques sur les régions frontopolaires. Alors si vous mettez les électrodes oculaires, là aussi vous allez les capter sur les oculaires et sur les frontopolaires. Et donc là, vous avez, quand j'interprète, je vois d'abord ce qui se passe au niveau occipital. Donc au niveau occipital, j'ai quel rythme? C'est ce qu'on appelle un tracé mixte. J'ai un peu de alpha, un tout petit peu de bêta, là j'ai du θ, d'accord, en postérieur, ça veut dire que c'est un tracé mixte, donc il est endormi. Endormi, j'ai pas de complexe K, j'ai pas de spindle, donc quand j'ai une activité mixte, je suis soit en 1, soit en paradoxal. Pour différencier si c'est 1 ou paradoxal, je regarde si j'ai des mouvements oculaires lents ou des mouvements oculaires rapides. Donc en avant, j'ai des mouvements oculaires rapides, et je regarde aussi si j'ai une atonie ou si j'ai un petit tonus qui persiste. Et là, vous voyez que le montant, l'activité est nulle. D'accord ? La courbe est quasiment plate. Donc je suis en sommeil paradoxal. Là aussi, donc, les mouvements oculaires rapides, le montant qui est plat et l'activité mixte au niveau cérébral. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les ondes en dents de scie, elles sont là, mais on va les voir de façon plus marquée sur d'autres figures. Là, c'est le montage pour la polysomnographie. Ici, c'est un montage EEG. Vous avez le montage qui est détaillé, d'accord, avec en plus de quoi scorer le sommeil. Là, c'est ce qu'on utilise pour scorer le sommeil uniquement. Ce n'est pas pour les épileptiques. En général, c'est juste pour scorer le sommeil. Et donc là, vous avez même chose, activité mixte et mouvement oculaire rapide. Remarquez cette zone de déflexion qui est très très rapide. Là, c'est des fenêtres. Le sommeil, on score généralement sur des fenêtres de 30 secondes. Pour l'épilepsie, il vaut mieux faire en 20 secondes. Quand c'est normal, on peut passer rapidement en 30 secondes. Alors des fois, en sommeil paradoxal, là, on est en sommeil paradoxal là aussi parce que j'ai une activité mixte en arrière et que j'ai des mouvements oculaires rapides ici. J'ai une atonie là, mais de temps en temps, je peux voir ce qu'on appelle des twitches. C'est des petites contractions musculaires qu'on peut voir en sommeil paradoxal. Alors là, vous avez les ondes en dents de scie. On les voit mieux ici. Donc sommeil paradoxal avec les mouvements oculaires rapides et l'aspect d'onde en dents de scie qu'on voit en sommeil paradoxal. Alors quand vous faites un EEG de sommeil, vous pouvez être confronté à d'autres grapho-éléments bizarroïdes. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là il est endormi, on est d'accord, une activité ralentie. Là on a un complexe K et après il se réveille. D'accord, juste après, c'est des réveils. Alors, quand il reprend l'alpha, il ne faut pas prendre ça comme des anomalies épileptiques ou là, des polypointes. Donc, c'est tout simplement un complexe K, réveil, le muscle, les deltoïdes qui s'activent et une reprise d'une activité de fond de veille. Ici, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ouais, ça rappelle le muscle. Et donc, c'est du muscle, en effet. Et donc, c'est capté. À quoi ça peut correspondre? Au cours du sommeil, le patient est endormi.
Alors, en sachant que là, c'est mandibule et temporale basse, c'est un patient qui bruxe, le bruxisme. Donc, ça donne une décontraction des muscles qui sont transmises et captées par le G. Et typiquement, ça donne cet aspect comme ça en damier. Quand vous avez un montage qui est détaillé, ça donne cet aspect en damier parce qu'il contracte un hémiphase puis l'autre. Alors là, épileptique, non épileptique, physiologique, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, activité lente, donc on est en sommeil. C'est quel stade? C'est le stade 3, oui. Alors, qu'est-ce qui gêne? Hein? C'est ça qui dérange, ouais. Et quand je vois ça concomitant à cet aspect-là, et là, au fait, ça correspond à quoi? À une myoclonie. C'est un sursaut, c'est une myoclonie. Et vous voyez que la contraction musculaire, elle n'est pas précédée d'anomalie épileptique comme ce serait le cas dans le cas d'une myoclonie épileptique. Donc là, voilà, j'ai cette contraction musculaire qui démarre là, et juste après, j'ai cet aspect comme ça. Donc une partie de ces grapho-éléments, ils sont expliqués par le mouvement transmis à la tête, et puis comme c'est une myoclonie, le tracé change par la suite. Donc j'ai une sorte d'hypersynchronie juste après, comme l'hypersynchronie d'éveil. Alors ici, oui, il a bougé. Oui. Donc comme en EEG de veille, oui. Oui. Donc ici il est endormi, on est d'accord. Et là il est réveillé. Entre les deux vous avez ça. J'ai des ondes un peu bizarroïdes. Mais quand je vois ce ne sont pas des pointantes, ce ne sont pas des ondes lentes de sommeil. J'ai même ailes de papillon, d'accord, des artefacts. Le mouvement est transmis à l'ECG. Preuve que ce n'est pas d'origine corticale. C'est synchrone à ces mouvements-là au niveau du deltoïde, et c'est le malade qui se gratte la tête. D'accord? Il s'est réveillé, gratte la tête, et ça donne un aspect comme ça d'artefact. C'est un artefact. Donc il faut faire attention aux artefacts. Quand vous avez c'est ça l'intérêt de la caméra, c'est qu'elle vous fait gagner un peu de temps au lieu de rester raisonner, chercher l'aile de papillon, etc. pour dire que c'est un artefact. Avec la caméra, ça facilite un peu les choses. Alors là, c'est quel stade? C'est ralenti en arrière, donc il est endormi. Après, 1. C'est un stade 3, d'accord? On a des ondes lentes, amples, plus de 75 Hz, sur les parties frontales surtout. Donc je vais avancer. Il est toujours en stade 3 en début de page. Là, ça s'active un tout petit peu et puis on revient en ralentissement en stade 3 et là oui, c'est qui a dit synchrone? C'est plus synchrone, oui. C'est ralenti, mais c'est synchrone. Est-ce qu'on a un aspect de pointe-onde? On n'a pas d'aspect de pointe-onde. Alors si on compare les deux pages, en début de page on avait ça, en début d'époque on avait ça, donc un ralentissement qui prédomine sur les régions frontales, mais quand même qui est homogène parce qu'on le voit aussi en postérieur. Et par la suite on a ce ralentissement qui est beaucoup plus synchrone quand même que sur la première page. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai des mouvements au niveau des deltoïdes. Ça veut dire que le patient est endormi mais qu'il bouge. Donc, parasomnie, c'est un éveil confusionnel. Et c'est un aspect que vous allez voir chez... ils ne consultent pas forcément pour ça, les patients. D'accord? C'est des gens, des fois, qui font des simples éveils confusionnels en plein sommeil. Ils se réveillent et ils se rendorment. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et on a cet aspect-là d'ondes lentes qui deviennent hypersynchrones. Alors remarquez ici que le ralentissement il était un peu homogène, antérieur et postérieur, alors que là il prédomine nettement sur les régions antérieures, alors qu'en postérieur c'est un peu plus rapide. On revient à la notion de sommeil inhomogène. D'ailleurs la physiopathologie des parasomnies c'est un sommeil, c'est un éveil qui est dissocié, c'est une zone du cerveau qui est réveillée alors qu'une autre est complètement endormie. Et donc ça, cet aspect est typique des parasomnies du sommeil lent profond.
Et c'est un aspect que vous allez voir souvent chez les enfants quand ils se réveillent. Des fois, ils ont les yeux ouverts avec cet aspect comme ça. Alors maintenant, ça va être à vous. On va voir quelques tracés, rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Veille, sommeil. Si sommeil, quel... Ah, 10 minutes, ça fait un temps. Hein? On a des mouvements rapides des yeux, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a? Oui. Donc comment est l'activité cérébrale? Elle est rapide. On a des mouvements oculaires rapides. Et on a du tonus. Donc, réveil. Dans le REM, on a une abolition du tonus. Il est réveillé. D'accord? Donc là, il est réveillé. C'est normal d'avoir des mouvements oculaires rapides en veille parce que... Elle a parlé de troubles du comportement en sommeil paradoxal. Oui, si la page d'avant, si dans la page d'avant il était en sommeil paradoxal, c'est possible. Ouais. Mais là, si c'est quelqu'un qui était réveillé, c'est tout à fait normal d'avoir des mouvements oculaires rapides parce qu'il explore avec les yeux et le tonus ici. Et puis l'activité, la première chose que je regarde, c'est l'activité en arrière. Donc c'est un mélange d'alpha, bêta et d'artefacts musculaires. Donc c'est un réveil. D'accord? Ici. Il y a deux tours. Il y a deux tours. Hein? Encore? Pardon? Montant, on l'a réduit. Parce qu'il y a des mouvements oculaires lents. On a des mouvements oculaires lents. Donc les mouvements oculaires lents, normalement, on ne les voit que l'endormissement. On a des mouvements oculaires lents. On a l'activité ici, c'est un alpha, rien à dire. Mais à un certain moment, ça commence un tout petit peu à se ralentir. Et puis ça reprend en alpha. Ce que vous voyez ici, c'est la transmission des mouvements oculaires en frontopolaire. Qui dispense des fois de l'EOG, puisque ça se transmet. Alors ici, endormi, éveillé, quel stade? Oui. Pointe vertex. Alors à quoi? Ici, on a la chance d'avoir la C4/2 dérivation. Et donc c'est des pointes qui sont en opposition de phase sur les régions centrales. Donc là, là et là, on a l'opposition de phase. Donc ce sont des pointes vertex. On les a là aussi. Donc on est en stade 1. Là, éveillé, endormi, épileptique, non épileptique. Rapidement. Donc j'ai des graphoéléments toujours en opposition de phase sur les régions centrales. Donc c'est des points de vertex, des trains de points de vertex. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là aussi c'est des points de vertex. J'ai quelque chose d'autre. Ralentir, ralentir, ralentir. Et là, spindle. Donc là, on est en stade 2. D'accord? Hypersynchronie. Ce n'est pas des points tendres, donc on est d'accord. Là, ça fait parfait. Donc spindle, beau complexe K. Voilà. Spindle, spindle, complexe K. Alors. Alors vous avez déjà un complexe K, on est d'accord? Ouais. Et là vous avez quelques ondes lentes de sommeil qui prédominent sur les régions antérieures. D'accord? C'est pas encore le 3, ça commence. C'est pas encore le 3. Et donc cet aspect-là, vous pouvez l'avoir de façon cyclique et ça donne ce qu'on appelle le cyclic alternating pattern. En stade 2, de temps en temps, vous allez avoir des phases où c'est pas ample et puis des phases où vous avez des complexes K, des trains de complexes K. Là aussi, si vous voyez, c'est un truc en biphasique.
ça ressemble, c'est un petit complexe K. Et donc vous allez avoir une activation, et puis ça revient, on a à nouveau une activité pas aussi voltée que là. Ça s'appelle le cyclic alternating pattern, ça se voit juste avant le stade 3 en Et principe. puis, pardon, il y a comme quoi des fois on a plusieurs figures parce que, excuse-moi, parce que là, on est sur une dérivation centrale. Il se peut que ça soit une petite pointe vertex. Et puis là, c'est un peu rapide. Spindle. C'est un spindle. Là, donc c'est spindle, c'est sûr. C'est pas toujours les spindles qui sont amples, qui sont. Voilà. Alors. Les cyclic patterns, est-ce qu'on les rencontre que dans le sommeil ou on peut les voir parfois dans l'éveil? Parce qu'on peut avoir un rythme rapide après des... Le cyclic alternating pattern, c'est un aspect qu'on ne voit qu'en stade 2. Donc c'est une activation faite de plusieurs bouffées de complexe K ou d'ondes lentes, suivie avec plus ou moins réveil. Ça peut être associé à un micro-éveil, suivi d'une phase où il y a un ralentissement sans activité hypervoltée. Et ça survient de façon cyclique à un certain moment du sommeil. C'est un aspect du sommeil. C'est un enfant. Alors là, c'était, si je me rappelle, c'était au cours d'un EEG standard. Là, mais c'est beau. Poste, c'est plutôt en postérieur, en occipital. Là, toujours, vous avez l'opposition de phase qui est toujours en centrale. Alors, chez les enfants, les pointes vertex sont beaucoup plus amples et elles surviennent en train. Alors là, oui. Et qu'est-ce qui est bizarre à propos des fuseaux de sommeil? Oui. Asynchrone, physiologique, pas physiologique? C'est physiologique chez l'enfant. Peuvent être asynchrones. Donc on les a là, on ne les voit pas de ce côté, et puis on les a là. Oui. Il faut obligatoirement les trouver au niveau des deux hémisphères, même s'ils ne sont pas synchrones. C'est pas grave si c'est pas synchrone. Par contre, si on ne les trouve que au niveau d'un Sur un hémisphère, c'est pas bon. Voilà. Ça veut dire que et pas sur l'autre hémisphère, c'est pathologique. Voilà, c'est pathologique. Mais là, on les retrouve. Donc là, par exemple, sur cette page, on les a là, on les a pas là, et puis on les a ici. Et en fin de page, on les a sur les deux côtés, en même temps, de façon synchrone. C'est les enfants en bas âge. Ici. Physiologique, pathologique. Hein? Sauf que j'ai des choses au niveau du muscle et au niveau de l'ECG aussi. Donc là, c'est l'artefact de tapotement. C'est un enfant qui est en train de s'endormir et la maman qui est en train de tapoter. Et quand elle s'arrête, on retrouve une activité qui ressemble à ça. D'accord? Donc c'est des artefacts de tapotement. Là aussi, la caméra aide énormément pour ne pas faire la gymnastique, artefact, est-ce que c'est transmis à l'ECG, EMG, en sachant que la plus belle des pointantes, la plus jolie des pointantes, c'est un artefact. C'est pour ça que la caméra, elle est importante. Ici, c'est des fuseaux. Mais la particularité ici, c'est que c'est très prolongé sur... On les a, ça se prolonge sur toute la page. Ça diffuse même. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les spindles extrêmes. Ça se voit chez les enfants là aussi. Là. Alors, d'un côté. Oui. Parce que c'est sur un seul côté. 2 minutes. On a presque fini, je pense. À droite. D'accord. Bon, Ah
Est-ce que c'est musculaire? Parce que vous avez ça, ça ressemble un peu au muscle, mais ce qui suit. Si je vous montre ça, c'est unilatéral. Regardez ça. C'est une pathologique. Polypointande. Polypointande, là c'est pathologique. Donc polypointande au niveau de l'hémisphère. D'accord? Toujours le gain de... Unilatéral, ouais. C'est un enfant qui faisait des clonies et des myoclonies hémicorporeelles. Ouais. Des clonies et des myoclonies et des myoclonies. Il faut vraiment chercher. Et vraiment, il y a beaucoup trop de polypes, de pointe pour peut-être une seconde à la fin. Mais bon, pourquoi pas. Physiologique, pathologique, est-ce que c'est des pointes ou c'est des waves? Hein? C'est des pointondes. C'est des pointondes et des polypointondes. Voilà. Ouais, vous avez une myoclonie. C'est des pointondes associées. Et là, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, les myoclonies, voilà, c'est précédé de poly. Donc là, c'est sur une fenêtre de 10 secondes. Donc les anomalies qui précèdent. Là, c'est la même chose. Je vais passer rapidement pour qu'on puisse vous montrer autre chose. Vas-y. C'est ça? Tu passes? C'est la même chose. Là, tu passes dans... Alors ça, pour conclure. On a quelque chose d'autre à conclure. Avec un EG de veille normal. Hein? Parce que c'est sur seulement des dérivations, elle ne voit pas d'ici. C'est en opposition. Là, il est endormi. C'est des pointons de sommeil, c'est des box. En veille, il est normal. Oui. Et dès qu'il s'endort, c'est quasi continu sur tout le tracé. C'est un enfant. Alors, juste pour conclure, j'imagine sur ça, on voit beaucoup d'enfants. Je pense que vous voyez des enfants pour des enregistrements de chez des pédopsychiatres, pour des traits autistiques. Et j'ai envie de dire, à force de découvrir des anomalies épileptiques, en l'occurrence des POX, chez des enfants qui sont adressés pour de l'hyperactivité, pour des retards, pour des troubles, des traits autistiques, il faudrait savoir les demander, il faudrait les inciter à les demander beaucoup plus souvent que ce qu'ils ne font, parce que ça peut aboutir à un traitement. Voilà, donc je pense que c'était des enfants qui sont venus pour des traits autistiques. Et généralement, quand ils demandent pour des traits autistiques, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à cadrer l'enfant en étant autiste. Donc il reste ce ballottage, et je pense qu'il n'y a rien à perdre à demander des EEG chez des enfants hyperactifs et avec des traits autistiques. Voilà. Un dernier petit cas pour la route. Donc là, c'est une patiente de 16 ans qui n'avait pas d'antécédents et qui, depuis le décès d'un proche, fait des choses qu'elle décrit comme tremblements, des sursauts. Elle se décrit comme anxieuse, dépressive, et elle décrit aussi parfois, suite aux contrariétés, des mouvements tonico-cloniques, toujours suite aux contrariétés. Examen neurologique strictement normal. Elle a déjà eu 3 EEG standards qui sont strictement normaux. Et donc là, dans le doute, on demande un EEG de sommeil qui montre dès l'endormissement. Là, c'est pour vous sensibiliser au fait que des fois, c'est vraiment très important de demander le sommeil. Et donc, dès l'endormissement, même chez des adultes, là c'est 16 ans, donc dès l'endormissement, on a des pointantes généralisées, des polypointantes, et elle finit même par généraliser au cours du sommeil, alors qu'elle se décrit comme... elle décrit que c'est des symptômes qui ne surviennent que quand elle s'énerve, avec des EEG standards normaux. On vous remercie.